L'idée ce matin, c'était de revenir sur ce qu'a été ce mouvement jusqu'à aujourd'hui, les conditions dans lesquelles il s'est constitué, la manière dont il a fonctionné en termes pratiques et les questions politiques qu'il a soulevées, extrêmement riches de notre point de vue. Et de traiter ensuite la question de savoir ce qui s'est passé à Baïa. Très important pour nous, d'autant plus que la question a été relativement peu évoquée en France et en Europe, en termes de compte-rendu, hein, ce qui est assez troublant. Bon. À partir de ce qui s'est passé à Baïa, l'idée, donc ça ce serait plutôt ce qu'on traitera cet après-midi, c'est de réfléchir collectivement aux perspectives du mouvement altermondialiste. Voilà. Quand je dis ça, je précise aussi que nous, ceux et celles qui participent au réseau et qui ont milité autrefois en particulier, mais pas seulement aux alternatifs, on s'est défini par un certain nombre d'éléments, si vous voulez, dont l'altermondialisme. Hein, c'est-à-dire que nous nous considérons non pas comme des observateurs ou des observatrices du mouvement altermondialiste, mais comme des militants et des militantes du mouvement altermondialiste. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin sur l'analyse qu'on peut faire du mouvement altermondialiste, de ce qu'il est et de ce qu'il a pu déjà apporter jusqu'à présent, sans préjuger de ce qu'il pourra apporter par la suite. Bon, pour approfondir, je renvoie à une contribution qu'on avait coécrite il y a quelques années avec Guy sur les nouveaux défis pour l'altermondialisme. On avait fait ce travail pour l'encyclopédie autogestion. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, vous y avez accès de manière très simple. Vous allez sur le site de l'association autogestion. Il y a un petit rectangle avec l'indication encyclopédie internationale pour l'autogestion et vous pouvez vous procurer de cette manière-là cette encyclopédie qui est la continuation du livre Autogestion, hier, aujourd'hui, demain, qui avait été publié chez Sileps en 2010. Plutôt que de faire une nouvelle édition, puisque ce livre a été épuisé au bout de quelques mois, on a préféré, lui donner une suite avec actualisation, nouveaux articles, pas tout, certains sont tirés du livre, et d'autres sont nouveaux, et donc on a fait ce travail à travers l'encyclopédie internationale pour l'autogestion, et on avait déjà dans le bouquin, avec Guy, coécrit une petite contribution, un petit article sur l'altermondialisme, on l'a actualisé, on l'a retravaillé, et donc j'ai revu ça très rapidement pour vous dire quelques mots en guise d'introduction. Bon. Quelques remarques, hein, et je vais me limiter donc à ça, vu le contexte, et faute de mieux, donc ce que je vais vous dire n'a strictement aucune prétention à quelque exhaustivité que ce soit. Donc, si vous voulez, le premier élément, la première remarque, elle renvoie au contexte dans lequel le mouvement altermondialiste a vu le jour. D'ailleurs, la question de savoir exactement quand il a vu le jour, on peut discuter y compris de ça. Vous vous rappelez peut-être que Bernard Cassen a joué un rôle tout à fait important dans le mouvement altermondialiste à l'échelle internationale, mais aussi en France à travers la Fondation d'Attaque. Lui avait écrit un petit bouquin tout à fait intéressant il y a quelques années qui disait « Tout a commencé à Porto Alegre ». Moi, je ne le contredirai pas, parce que c'est exact, d'accord, et en plus, ça permet de relier les débuts du mouvement altermondialiste à l'expérience absolument extraordinaire du point de vue de la démocratie active dans une problématique autogestionnaire qui est l'expérience du budget participatif, d'abord à Porto Alegre et ensuite dans le Rio Grande do Sul. Mais on peut aussi considérer, et d'autres le font, et ceux qui le font ont raison eux aussi, que tout a commencé à Seattle, en fait, en 99. Bon, on pourra en reparler éventuellement, et bien entendu, ce que je dis pourra être complété dans la discussion, en particulier, mais pas seulement, par Gus. Bon, alors le contexte, que ce soit Seattle ou que ce soit Porto Alegre, le contexte, on peut le définir à grands traits en quelques éléments très rapides. Bon, alors d'abord, on donne en général des éléments de type économique. Moi, j'en donnerai un autre pour commencer, ce qui n'évacue pas du tout la dimension économique, c'est le fait que la fin des années 90 et le début des années 2000, de toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, c'est une bascule, et c'est pas seulement la bascule des 2 siècles. Hein. C'est le fait que,
après la fin de la guerre froide, dans les années 90, on a eu le sentiment pendant quelques années qu'on était dans un monde qui n'était plus un monde bipolaire, mais un monde unipolaire, et très rapidement d'ailleurs, dans la deuxième partie des années 90, cette problématique-là a laissé la place à une vision, en tout cas d'un certain nombre de gens, qui était que, vu la concurrence économique et commerciale très forte qui était portée par l'Union européenne et par le Japon, on pouvait même parler non pas de monde unipolaire, mais pourquoi pas de monde tripolaire. Cette affaire n'a pas duré longtemps, pour une raison très simple, et c'est la première remarque que je voudrais faire sur le contexte de l'époque, c'est qu'on a basculé très vite dans un monde que tout le monde s'accorde maintenant à dire qu'il s'agit d'un monde multipolaire. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait historique dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences parce que c'est le début de la fin de la domination multiséculaire de ce qu'on appelle, pour aller très vite, le Nord sur le Sud, et ça pose toute une série de problèmes très importants dans les sociétés du Nord. Donc, le début d'un monde multipolaire, je ne détaille pas, avec le phénomène des émergents, des BRICS, et le rôle des États-Unis, qui demeure un rôle majeur, mais de manière, chaque jour, déclinant. Et ce qui s'est passé il y a quelques heures à l'ouverture du G7 confirme les difficultés de la prééminence états-unienne de ce point de vue. Deuxième remarque du contexte, c'est le fait que, en lien avec les politiques néolibérales qui ont été mises en place avant, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et à la financiarisation, il y a une mutation du capitalisme et le passage d'un capitalisme industriel, pour reprendre une terminologie classique, à un capitalisme financier. Donc de ce point de vue, sur le plan économique, en lien avec le processus de mondialisation qui se déploie dans les années 90, après la fin de la guerre froide, c'est le deuxième élément d'un contexte tout à fait nouveau. Le troisième élément, et là il n'y a pas de hiérarchie, même si y a un a priori à travers le fait que j'ai évoqué dans un premier temps la question d'un monde multipolaire, parce que ça me semble absolument fondamental. Le troisième élément du contexte de l'époque, c'est une série de luttes et de mobilisations qui annoncent l'altermondialisme. Alors, on va pas en faire la liste, on l'a faite par ailleurs, mais c'est une liste qui est longue. Moi, je citerai très rapidement la question du Chiapas. Je fais allusion aussi au redémarrage, notamment en Europe, et y compris en France, du mouvement des femmes ou du mouvement féministe, après la conférence de Pékin et la grande manifestation à Paris, qui a été, si vous voulez, historique dans le redémarrage du mouvement des femmes en France. Et puis, il y a eu, je choisis ces exemples-là, on pourrait en choisir d'autres, toute l'expérience de la mobilisation qu'on a appelée SASUFA comme si, vous vous rappelez sans doute, qui a concerné la France, et de manière plus générale, il y a déjà eu, avant, si vous voulez, la naissance de l'altermondialisme, quelle que soit la date qu'on retient, ces contestations générales au moment des grands sommets des institutions internationales, que ce soit les G6, 7 et 8, que ce soit les grandes institutions internationales de la mondialisation, FMI, Banque mondiale, OMC, que ce soit les sommets de l'Union européenne, il y a eu déjà des choses tout à fait importantes organisées dans une optique associative et citoyenne et internationaliste à l'occasion de ces grands sommets, et on était donc tout proche, tout près de 99, de Seattle, si on retient cette date, mais on peut retenir aussi la date qui le relie à Porto Alegre, je le disais tout à l'heure. Et quatrième élément du contexte, je le développe pas, mais j'y reviendrai après parce que ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que le contexte mondial à ce moment-là, il est aussi caractérisé par une crise générale de la gauche et des gauches qui renvoie fondamentalement à un échec tout au long du XXe siècle des différentes tentatives de transformer ou de réformer le capitalisme, et de ce point de vue, c'est un échec qui englobe, on pourrait dire, toutes les écoles et tous les courants du mouvement ouvrier, qui se soient réclamés de la social-démocratie, du communisme sous ses différentes variantes, y compris
les différentes organisations de l'extrême gauche, il y a un échec généralisé, et l'échec des organisations, il renvoie de manière plus fondamentale à une grande question, qui est celle de la question de quel projet alternatif, quel projet anticapitaliste, à ce moment-là, et quelle stratégie pour transformer la société, si tant est qu'on n'ait pas renoncé à la transformer. Bon voilà, en ce qui concerne, si vous voulez, le paysage et le contexte, ce qui me paraît important de relever. Alors ensuite, le mouvement altermondialiste en lui-même. Bon, nous on a très rapidement, parmi les premiers dans la gauche politique, regardé de près, participé, notamment aux différentes éditions du FSM, avec des délégations, parfois relativement fournies. Il y en a ici qui ont fait partie de cette expérience et de ces délégations, et on a couvert très régulièrement l'actualité de l'altermondialisme, et en particulier des différentes éditions du FSM, à travers ce petit journal qui s'appelait, vous vous rappelez pour une partie d'entre vous, Rouge et Vert. Bon, alors, de quoi s'agit-il, ce mouvement? Ce mouvement, vous vous rappelez peut-être que, de manière extrêmement brève dans l'histoire, il s'est pas appelé mouvement altermondialiste. Dans un premier temps, il a été appelé, et il a été appelé par les protagonistes, et aussi par ce qu'on peut appeler rapidement les observateurs, le mouvement anti-mondialiste ou anti-mondialisation. On l'a oublié, ça a été une phase extrêmement rapide. Et puisque, si vous voulez, la deuxième remarque consiste à répondre à la question de quoi s'agit-il, eh bien, d'emblée, on doit dire que ce mouvement, il part de la contestation du capitalisme au sens le plus large du terme, et de l'ordre établi au sens le plus large du terme, mais en même temps, très rapidement, il dépasse l'idée d'une simple opposition, et il se pose la question lui-même de l'articulation entre la contestation et les propositions alternatives, ou le terrain des contre-propositions, on peut le dire de manière différente. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement important, parce que qui dit proposition, dit élaboration, travail de réflexion et d'élaboration, et pas seulement l'activité qui consiste à contester de manière globale ou de manière sectorielle la domination du capital et l'ordre établi de manière générale. Bon. Donc, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on peut définir ce mouvement, l'altermondialisme, comme un mouvement des mouvements. D'ailleurs, on l'a souvent appelé comme ça, au début. C'est parfaitement justifié, tout simplement parce que, et là c'est un phénomène nouveau dans l'histoire, et j'y reviendrai après, y compris dans la conclusion, ce mouvement des mouvements, c'est un mouvement qui fédère sans jamais les absorber totalement au point que chacun d'entre eux disparaisse, donc c'est pas du tout dans l'idée d'une fusion, c'est un mouvement qui fédère, qui juxtapose et qui articule différents terrains de contestation et différents objets de contestation. Donc dans ce mouvement, on retrouve des associatifs, on retrouve des gens qui représentent des ONG, on retrouve des représentants qu'on les appelle peuples indigènes ou peuples premiers, on retrouve des féministes, on retrouve des écologistes, on retrouve des syndicalistes, et on retrouve aussi des militants et des militantes de la gauche politique et pratiquement de toutes les sensibilités, plus ou moins impliquées, selon les moments, les continents et les pays, dans ce mouvement altermondialiste. Et ce mouvement des mouvements a lui-même une autre caractéristique, qui est tout à fait importante, c'est qu'il considère qu'en termes de terrain de lutte et en ce qui concerne les différents mouvements qui font mouvement dans l'altermondialisme, qu'il ne doit y avoir strictement aucune hiérarchie. Alors ça, je vais y revenir après de quelques mots, mais pour nous c'est tout à fait essentiel. C'est tout à fait essentiel, parce que à cette échelle, c'est un élément nouveau sur le plan politique, même si pour nous, c'est pas tout à fait nouveau, parce que dans le champ politique, ça correspond à des choses qu'on avait développées et qu'on avait affirmées du point de vue de la gauche alternative, avec un certain nombre de points de vue, d'analyse et d'intuition qui ont été confirmés, validés par les analyses du mouvement altermondialiste. Alors, il y a eu le Forum social mondial, j'y faisais allusion. Le Forum social mondial, ça ne résume pas le mouvement altermondialiste, mais ça en constitue quand même
un moment fort et en même temps une sorte de vitrine. C'est en plus un lieu exceptionnel puisque c'est un lieu où se rencontrent des délégations venues du monde entier, venues de peut-être pas tous les pays du monde, mais en tout cas d'un nombre très important de pays des différents continents, alors dans des proportions diverses, selon les diverses éditions du FSM. Le FSM d'ailleurs a évolué parce que tout est parti du continent américain, mais il y a eu des éditions du FSM pratiquement partout. Gus me corrigera, sauf me semble-t-il en Océanie, mais il y en a eu en Amérique du Nord plus récemment, en Afrique, en Asie, et quand je dis en Afrique, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb, j'y reviendrai. Bon, il y a aussi eu dans toute la trajectoire des forums sociaux deux choses à dire, mais très vite, là encore. Le fait qu'au bout de quelques années, il y a eu cette idée d'organiser le Forum social mondial de manière polycentrique. Donc ça, il faudra y revenir, parce que il me semble que cette idée polycentrique, on doit la rattacher à la question du monde multipolaire, et on doit la rattacher à l'altermondialisme compris comme un mouvement des mouvements. Bon. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la dernière période, à propos de cette deuxième série de remarques, pour répondre à la question de quoi s'agit-il, il y a eu quelque chose d'important en 2013 et en 2015. Pourquoi ? Parce que le FSM s'est tenu à Tunis 2 fois de suite. Et la caractéristique du Forum social mondial de Tunis, mais on y reviendra certainement, c'est qu'il s'est tenu dans un contexte très particulier, qui était celui de la dynamique, même si c'est une dynamique qui était déjà en partie affaiblie, de ce qu'on a appelé donc les révolutions du printemps arabe, particulièrement le Forum social mondial de 2013, une espèce de jonction, d'accord, avec un processus révolutionnaire en cours et avec de nouvelles générations qui n'étaient pas forcément les protagonistes des premières éditions du FSM. Je terminerai cette série de remarques sur ce qu'apportait l'altermondialisme en termes de pratique et de référence, ce qu'on a souvent appelé dans des textes antérieurs, notamment publiés dans Rouge et Vert, mais pas seulement, c'est-à-dire le fait que dans le mouvement altermondialiste, eh bien, il y a eu des éléments de nouvelle culture politique. D'accord ? Nouvelle culture politique, c'est-à-dire de nouvelles pratiques et de nouvelles références politiques. Alors, je reviens à une remarque antérieure pour la compléter. Quand je vous disais que dans ce mouvement altermondialiste, il y a des éléments qui le différencient complètement des précédents mouvements d'émancipation. On peut considérer que le mouvement altermondialiste, à sa manière, il prolonge, il complète, il développe différents mouvements d'émancipation. Alors, pour nous, vu notre origine, on pense en particulier au mouvement ouvrier. Mais on pense aussi à ces nouveaux mouvements d'émancipation, qui ont parfois des racines très anciennes, mais qui se sont affirmés à une échelle tout à fait significative et nouvelle après 68, puisqu'on a beaucoup parlé de 68 ces dernières semaines. Je veux parler là essentiellement, mais pas seulement, du féminisme, de l'écologie, de ce qu'on a appelé notamment en France après 68 les mouvements régionalistes ou nationalitaires, les mouvements de défense des droits, en particulier des droits des minorités autres que celles que j'ai citées, en fonction de l'orientation sexuelle, et puis les minorités liées à l'origine, d'accord, ça renvoie à la notion de peuple premier, etc., etc. Donc, si vous voulez, la nouveauté donc du mouvement altermondialiste, c'est celle-là, hein, le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les terrains de contestation et entre les mouvements eux-mêmes. Donc pas de hiérarchie, pas de personnalisation dans le mouvement altermondialiste. Alors quand je dis pas, je force un peu le trait, mais très très peu par rapport à ce qui existe dans le champ politique. Et tout ça, c'est parfaitement assumé. Bon, je ne l'ai pas dit, on y reviendra, et il faudrait pas que je sois trop long, mais y compris le fonctionnement même du FSM, il a évolué avec le fait que les grandes conférences qui jouaient le rôle majeur dans les premières éditions ont eu un rôle pas effacé, mais moins important,
au profit de lieux de débat et de confrontation plus réduits, les ateliers pour permettre une prise de parole plus large, etc., etc. Donc là, ça renvoie à des pratiques qui sont tout à fait nouvelles par rapport à celles du vieux mouvement ouvrier, et y compris par rapport à celles de mouvements d'émancipation qui sont apparus après. Et puis, le mouvement altermondialiste, c'est un mouvement par rapport au mouvement ouvrier qui a aussi une autre caractéristique, c'est que d'emblée, c'est un mouvement du Nord et du Sud. Alors pour nous, c'est banal. Dans l'histoire des mouvements d'émancipation, c'est nouveau. Notamment par rapport au mouvement ouvrier qui, pour différentes raisons objectives et subjectives, le mouvement ouvrier est essentiellement encore aujourd'hui, encore que c'est à relativiser, mais il était quand même au XXe siècle essentiellement un mouvement du Nord. À relativiser, mais quand même. Bon. Le mouvement altermondialiste, lui, il est d'emblée à l'échelle mondiale, Nord, Sud. Bon. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport à la nouvelle culture politique, c'est qu'il y a eu un nouveau cycle de lutte à partir de 2010-2011 à l'échelle mondiale, y compris sous l'effet d'ailleurs des révolutions du printemps arabe. Je veux parler de ce qu'on a appelé le mouvement des places. Les indignés, puisque en Europe et ailleurs dans le monde, le mouvement des places, l'essentiel est quand même parti de ce qui s'est passé à Barcelone et à Madrid, un petit peu ailleurs, mais quand même nettement moins. La référence au départ, c'était les révolutions arabes. À ne pas oublier. Et après, ce mouvement a fait tache d'huile, vous le savez, en Amérique du Nord, y compris en Israël, très curieux, mais enfin à Tel Aviv, il s'est passé des choses importantes, et bien entendu, on le sait bien, en Grèce et dans toute une série d'endroits partout dans le monde, avec des déclinaisons au Chili, etc., etc. Dans ce mouvement, il y a des caractéristiques de la nouvelle culture politique qu'on avait vue dans le mouvement altermondialiste, le refus des hiérarchies, le refus de la personnalisation, d'accord, un fonctionnement très particulier, je ne l'ai pas dit, mais enfin quand même en 2 mots, le fonctionnement au consensus, ce qui ne veut pas dire que tout est réglé, parce que quand on règle un certain nombre de problèmes, en général on en a d'autres sur les bras, et c'est compliqué à manier, mais ça nous vient du mouvement altermondialiste, ça a été expérimenté dans le mouvement altermondialiste, et on retrouve une grande partie de ces éléments dans le mouvement des places. Pour ceux et celles, par exemple, je cite cette anecdote, mais pour moi elle est très significative, qui avait lu le journal de bord de l'ancien correspondant du Monde, Robert Solé, qui a raconté dans un bouquin, moi je l'ai lu tout à fait par hasard, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un bouquin que j'ai trouvé passionnant, il raconte au jour le jour ce qui s'est passé sur la place Tahrir. Bon. Et là vous avez un exemple d'auto-organisation tout à fait extraordinaire, de refus de la personnalisation, et ce mouvement, qui est un mouvement tout à fait prodigieux, il a exprimé un certain nombre de choses qu'on a vues à Tunis et ailleurs, qu'on verra après dans le mouvement des places, et qu'on avait vu aussi dans le mouvement altermondialiste. Donc une nouvelle culture politique qui, et moi j'en terminerai là, une nouvelle culture politique qui doit nécessairement questionner la gauche. Et c'est une nouvelle culture politique dont on peut considérer, j'anticipe un peu sur les débats qu'on aura, sur le fait que ça n'a pas suffisamment imprégné la gauche. Alors on se rappelle, pour ceux et celles qui étaient dans les différentes éditions du FSM, ceux et celles qui étaient, il y en a dans la salle, qui étaient aussi présents et présentes à Florence et à Paris, Bobigny, Saint-Denis, pour les 2 premières éditions du Forum social européen. Bon, Forum social européen qui n'existe plus, et ça nous manque, et ça pose d'énormes problèmes. Le fait qu'il n'existe plus, pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Donc, ces expériences-là, eh bien, elles nous rappellent que les différentes forces de gauche ont été plus ou moins partie prenante. On a même vu à Porto Alegre des figures du Parti socialiste, y compris dans la fameuse manif inaugurale de 2003. Plusieurs y étaient. Quand on a vu le kaléidoscope de toute la contestation anticapitaliste dans le monde à Porto Alegre, avec des délégations, y compris venues du Japon, d'Afrique subsaharienne, etc., il y avait aussi des responsables, parfois en vue, on l'a oublié, du Parti socialiste, du Parti communiste, de l'extrême gauche moins d'ailleurs, des différentes organisations écolos, etc., etc. Mais ce qu'on peut observer, et c'est aussi un des premiers éléments de bilan, c'est que cette imprégnation est restée relativement faible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas poussé
à des réinterrogations fondamentales de ces organisations en termes de pratique et de réflexion de type projet et stratégie pour faire en sorte que les slogans altermondialistes deviennent la réalité. Donc ça aussi, c'est un aspect qu'il faudra certainement discuter. Alors, un mot de conclusion, là, ce sera vraiment très rapide. Ce mouvement, quel que soit son devenir, et on va en discuter, on a considéré, et je pense qu'on a eu raison, que c'est un mouvement de portée historique. Je l'ai dit, qui a prolongé et élargi les perspectives à une échelle qui est la bonne par rapport au mouvement d'émancipation antérieur. Il n'a pas permis, pour l'instant, de changer le monde. De ce point de vue, on peut s'interroger parce qu'en ce moment, on est dans une conjoncture particulièrement régressive. Mais on aura noté quand même que dans les années 2000 et dans les années 2010, pratiquement tous les sommets des G7, 8 et puis après 20 dans des circonstances particulières et de l'UE et des institutions internationales issues de Bretton Woods ont été systématiquement obligés de mettre à leur agenda des thématiques qui étaient des thématiques reprises du mouvement altermondialiste. Alors évidemment, dans une optique qui n'avait rien d'anticapitaliste, d'accord, mais que ce soit sur la taxation des flux financiers, que ce soit sur la question des paradis fiscaux, etc., etc., le mouvement altermondialiste a réussi à imposer cet agenda aux grands de ce monde. Et je disais à Gus avant de commencer que j'ai été frappé d'une chose, pour nous qui disons souvent, qui entendons souvent dire autour de nous, parce qu'on sent que, y compris dans la gauche politique, il y a beaucoup moins d'intérêt porté à l'altermondialisme depuis quelques années déjà, et on entend dire parfois autour de nous que ce mouvement avait des limites, qu'il n'a pas posé par exemple la question du pouvoir, qu'il ne s'est pas interrogé par exemple sur les questions de stratégie, on l'entend dire, pas loin de nous. Bon, moi je disais tout à l'heure à Gus que depuis quelques années, en ce qui concerne les lycéens et les lycéennes, eh bien tout le monde en France a au programme de la terminale en géographie une partie du programme qui est consacrée aux contestations du processus de mondialisation avec des documents, des dossiers, et c'est officiel. Et le programme n'a pas été rédigé par des altermondialistes fous furieux ou folles furieuses. Eh bien, l'altermondialisme, il est au programme de géographie des élèves de terminale, avec y compris des documents d'attaque, la cartographie, le planisphère avec le FSM, et les élèves sont censés étudier ce genre de choses. Bon, voilà. Donc, ce mouvement, d'ores et déjà, y compris dans l'institution scolaire et éducative, qu'on pourrait par ailleurs fortement critiquer, il a laissé une trace. Déjà, voilà. Une anecdote pour conclure, c'est quelques mots de présentation. Voilà.